Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Le plan de trading de la semaine pour débuter chaque semaine avec les équipes d'IG. Alexandre Baradez est avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Ce qui est assez fascinant, c'est que si on regarde les actions mondiales dans leur ensemble, alors il y a des spécificités locales ici et là, mais on voit quand même que les actions mondiales continuent non seulement de bien tenir, mais même de progresser, tirées par un groupe de valeurs qui est un groupe de valeurs de croissance, avec les niveaux de valorisation parmi les plus élevés. Quand, dans le même temps, on observe un dollar qui se raffermit et des marchés obligataires qui corrigent à nouveau avec des taux qui sont quand même repartis très nettement à la hausse. Oui, c'est vrai que le paysage entre marchés est très divergent. En fait, on n'a pas les mêmes signaux d'un marché à l'autre. Et c'est vrai que vous avez des marchés comme le marché action qui, lui, est déjà dans l'étape d'après, dans l'étape la pause est là, la pause est annonciatrice à quelques mois d'un pivot de la Fed, etc. Donc on est déjà dans la partie embellie de la situation moyen terme. Pas que les techs, d'ailleurs, on voit que la semaine dernière, fin de semaine, les valeurs plus cycliques, aussi, le Dow Jones a bien rebondi, tous les indices ont aimé finalement ce qu'ils ont vu. Mais c'est vrai que le message quand même qui a boosté un peu tout ça, c'est le message qu'on a eu en milieu de semaine dernière. Il y a eu plusieurs membres de la Fed, mais celui qui a retenu l'attention des marchés, c'est évidemment le vice-président, Jefferson. Qui est nouveau dans le paysage. Il était à la Fed depuis quelques temps, mais il vient d'être nommé comme vice-président de la Réserve fédérale américaine par Joe Biden, Philip Jefferson, qui est un économiste. Qui est un économiste et qui dit très clairement, en gros, qu'il est favorable à une pause sur les taux au mois de juin, pour avoir le temps d'évaluer la situation et voir s'il est nécessaire, c'est toujours le terme qui revient, s'il est nécessaire de relever encore les taux, de poursuivre le durcissement en juillet. Donc c'est vrai que pour le marché, ça a fait tilt. Et ce qui est là, pour montrer à quel point ça a fait tilt rapidement, c'est qu'on avait eu juste avant son intervention les chiffres JOLTS, donc de l'emploi vacant aux États-Unis, qui a fortement rebondi, plus de 600 000 emplois vacants par rapport au mois précédent. On est repassé au-dessus de 10 millions, avec toute une série de chiffres avant le rapport sur l'emploi, sur les inscriptions au chômage, sur l'enquête ADP également, à près de 300 000, enfin 280. Et donc il a réussi à infléchir ce sentiment que les probabilité était à 70% pour pas de pause en juin. Après son speech, on est passé à 30% de probabilité de ne pas avoir de pause en juin. Donc le marché, action, a été convaincu de ça. Mais dans le même temps, d'autres marchés ne sont pas d'accord avec ça. Le marché obligataire, par exemple, vous allez avoir un graphique dans quelques instants. On regarde, donc c'est la pente de la courbe entre le 2 ans et le 10 ans, c'est ça, voilà, qui est un des indicateurs de référence. Un des repères, voilà. Grosso modo, ça dit quoi? Ça dit que les taux courts, le 2 ans, qui est un taux plutôt court, est largement au-dessus du taux 10 ans. Ça fait déjà des mois que c'est le cas. Mais on remarque depuis quelques jours que l'écart s'est accentué. C'est-à-dire qu'en gros, le taux 2 ans est resté bien perché, il a même rebondi, alors que le taux 10 ans, il n'a pas suivi la même trajectoire. Et pourquoi on a des taux comme ça, 2 ans qui sont tendus? Le taux 2 ans, il vous dit quoi? Il vous dit, à 4 et quelques, 4,60, il y aura encore d'inflation sur nos moyen terme, il y aura certes de la croissance, mais il y aura quand même de l'inflation, et la Fed va devoir garder ses taux élevés pendant quelques temps. Si ce message avait percuté aux oreilles du marché obligataire, le message de Jefferson, on aurait eu le schéma inverse, c'est-à-dire une repentification de la courbe, la partie courte qui tombe, qui baisse, et puis la partie longue qui se maintient, repentification, en tout cas, petit rebond. C'est pas le cas. Le dollar également, le dollar index, n'a pas beaucoup bougé, donc il n'y a réellement que le marché action qui garde cette politique-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit, non pas, il ne faut pas être contrariant pour être contrariant, on doit se devoir d'être, d'avoir un esprit quand même critique, parce qu'il faut se rappeler que Powell, dans ses différentes déclarations, pendant les conférences de presse, les journalistes lui demandent, ils l'ont déjà demandé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'il est le temps n'est pas venu de faire une pause ou à quel moment, et il a répété à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de cheminement erratique de la politique monétaire. En gros, ce qu'il veut, c'est ce qu'on a depuis le début, quelque chose de très très linéaire, alors plus ou moins intense, mais très linéaire, sans pause, arriver au taux le plus, il a dit qu'il soit suffisamment restrictif, et y rester. Donc, se dire, je fais une pause pour relever le taux en juillet ensuite, pour moi, ça n'a de logique que si les membres de la Fed ont voulu dire on fait une pause, mais c'est un message qui reste un peu hawkish, sachant qu'on ne fera pas de pause, qu'on fera pas de hausse en juillet. On vous fait croire qu'on garde l'option juillet ouverte. Ça nous laissera le temps de nous confirmer que l'inflation est bien en train de s'infléchir. Je vois que ça comme hypothèse. L'hypothèse pause et hausse en juillet me paraît dangereuse déjà. C'est la période estivale, remontée et tôt. C'est 26 juillet, la réunion suivante pour. Exactement. Et puis il y a Jackson Hole après fin août. Je trouve que c'est une période dangereuse pour recalibrer la politique monétaire, alors qu'il suffirait finalement d'impulser ce qu'il faut au mois de juin, puis de laisser après l'été filer tranquillement. D'autant que certains estiment, c'est un avis partagé, enfin même émis par Larry Summers lui-même, skipper la hausse de taux de juin, c'est se retrouver face à un risque
de devoir faire peut-être non pas 25, mais 50 en juillet. Oui, et c'est ça qu'il y a des échos. Alors, quel est le degré du règlement de compte parfois entre membres de la Fed? On sait qu'il y a Dudley aussi, qui était l'ancien président de la Fed de New York et qui est devenu columniste pour Bloomberg. Oui, ils sont tous il s'est lâché, il a dit pourvoyeurs d'opinion maintenant. Exactement. Et il dit quoi? Il dit que, alors oui, il estime que la Fed n'a pas assez fait, que le marché de l'immobilier est en train de repartir, etc. Donc, ça donne quand même une vision où les stats macro hard sont encore, enfin, celles les plus critiques pour la Fed sont encore bonnes, solides. L'inflation, l'emploi, il n'y a pas vraiment de signaux de craquage qui permettraient de dire on fait une pause définitivement. Voilà. Un mot quand même de la situation des actions, effectivement, alors déconnectées de certaines autres considérations, notamment celles de politique monétaire. 25 points de base de plus ou de moins, j'allais dire pour un investisseur action, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. D'autant que l'investisseur action, il a un nouvel os à ronger aujourd'hui qui s'appelle l'intelligence artificielle générative. Non mais c'est quand même fascinant de voir ce thème qui est en train de mettre un coup de boost à certains indices, à certaines valeurs spécifiques. C'est pas un thème qui embarque évidemment tout le marché, mais ça semble être suffisant pour l'instant, pour permettre aux investisseurs de se projeter sur un thème de moyen-long terme. Oui, complètement. Et on voit qu'aux États-Unis, celles qui ont bénéficié de ce thème-là aussi, c'est les classiques GAFAM, GAFTAM, on appelle ça comme on veut maintenant, mais les 5 plus grosses, j'ai vu le chiffre passer l'autre jour, il m'a percuté, la concentration de capitalisation boursière des 5 plus grosses est au plus haut depuis 1972. Alors c'est du 25 ou 26%, mais on n'a jamais eu une telle concentration de capitalisation sur 5 non seulement depuis 1972. Donc évidemment on connaît leur rentabilité ou autre, mais il y a quand même un petit phénomène effectivement qui se produit. Et d'ailleurs, si vous regardez le CAC 40 par exemple, le CAC 40 depuis quelques jours il est quand même comme ça, le Nasdaq il est comme ça. Donc il y a quand même un thème tech, AI qui s'empare du marché. Sur le CAC spécifique, effectivement, alors l'Europe a plutôt sous-performé au mois de mai. Le Nasdaq, le marché américain, a été emmené par le thème de l'IA. La fusée Nikkei aussi, de l'autre côté du globe, continue de poursuivre son envolée spectaculaire. C'est vrai que sur l'Europe et sur le CAC, il y a eu quelques gaps à la baisse là, au cours des dernières séances. Il y a une séance assez lourde qui était la séance de fin de mois, le 31 mai, je crois. Il y a eu beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation technique d'un indice comme le CAC? Elle est plutôt appréciable parce qu'on avait la correction de mars, qui était un premier signal un peu de volonté de consolider. Ça repart un peu vite après à 7006, besoin de réellement consolider, donc on lâche à nouveau 6% de plus sommet. Donc moi j'ai passé une consolidation qui est certes un peu un peu oblique quand même, mais dans l'amplitude des mouvements, c'est ce que l'on pensait voir à ce stade du cycle par rapport à des anticipations sur la Chine qui avait été bien gonflée, etc. Voir le luxe qui rend, les plus grosses qui rendent de 5, 6, 7, 8, 10% parfois. C'est plutôt sain, ça entraîne le CAC à consolider. Je trouve que la position est juste et bonne du CAC 40. Par contre, à très court terme, on appelle ça plan de trading, donc bien sûr. À court terme, moi, je suis évidemment bullish moyen terme. Je pense que le CAC va à 8100 sans problème. Et même, j'ai fait des projections sur plusieurs années à 11 000 et quelques. Je pense qu'il ne faut pas s'opposer au CAC. Simplement, à court terme, pour redevenir bullish, moi, j'attendrais quand même 7550, 7006. J'attendais de le vrai retour sur sommet. Et idéalement, si par exemple, vous avez quelques stats américaines qui vont dans le sens de la pause de la Fed, des stats un peu moins bonnes, ou des propos de Lagarde, par exemple, cet après-midi, qui iraient dans un sens un peu plus dovish ou moins agressif que ce qu'on a entendu en tout cas. Voilà, il faut des signaux quand même techniques, mais pas avant. Pour l'instant, je reste prudent parce que vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un pullback, on a cassé une zone et on vient la retester. Si après ce test, vous revoyez les 7100, là par contre, je pense que ça ne se fera pas sans le concours des marchés américains aussi. Donc je pense que ce sera une invitation à aller à 6008. Donc voilà, 7100 revues, c'est un risque derrière de 300 points de baisse. Donc voilà les deux zones à surveiller. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du retracement qu'on a observé sur l'euro-dollar, avec notamment un dollar qui sera fermé face à un ensemble de devises? Est-ce que du point de vue du dollar, c'est juste une correction du mouvement de baisse qu'on observe depuis des mois et des trimestres sur le dollar, ou est-ce que c'est une tendance qui est en train de s'infirmer peut-être? Non, je pense pas. Je pense effectivement ce que vous disiez en première hypothèse, c'est plutôt on voit toute la phase d'affaiblissement, là, tout le rallye en gros fin d'année dernière et une partie de l'année. Je pense que c'est le point bas a été marqué dans cette zone de l'année dernière. Je pense pas qu'on y revienne, hormis les scénarios catastrophiques sur l'inflation qui pousserait, ou une crise en dollars qui entraînerait de liquidité en dollars, qui amènerait le dollar sur des niveaux à nouveau très élevés. Mais aujourd'hui, on n'a pas les bases pour ce scénario de base. Donc l'idée, c'est plutôt un scénario médian de consolidation, ce qu'on est en train de voir. Ça a poussé sur l'euro, ça consolide en deux vagues. Ça peut peut-être aller chercher avec cette question de la réunion, s'il y avait des sources qui s'exprimaient avant la Fed, les membres de la Fed, on rappelle, peuvent plus parler avant. Une semaine avant, normalement, c'est voilà. Quiet period. Donc, s'ils ont un truc à dire, c'est des sources. Appeler les médias, faire passer un message, ça c'est toujours possible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut attendre, mais il me semble que le risque à court terme quand même, c'est que ça aille peut-être un peu plus bas, vers du 1,05. Toujours cette idée qu'on ne sait pas encore définir si précisément il y aura pause ou pas. Et ça peut encore un peu porter le dollar, sauf à avoir cet après-midi un ISM catastrophique, etc., où là, le dollar faiblirait d'un coup et le problème de la pause serait réglé. Donc, pour l'instant, je suis encore à penser que ça peut
encore monter sur le dollar, mais de manière très tactique, court terme. Et l'idée, c'est plutôt un range là depuis quelques mois entre 1,5, 1,05 et 1,10 pour ensuite aller chercher 1,15, 1,20 à moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut dire du pétrole? Et on continuera d'en parler dans un instant avec Irina Topasseri pour décrypter la décision difficile, je disais, de l'OPEP+, ce week-end. C'est même surtout et avant tout une décision de l'Arabie Saoudite. Oui, qui prend à son compte, Irina parlera mieux que moi, à son compte toute la baisse même d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ça intervient quand même successivement, on a plusieurs annonces maintenant. On voit quand même que la zone des $70, déjà pour les États-Unis, c'est une zone d'intérêt pour commencer à refaire les stocks. Ça, on en avait parlé, c'était ce qu'il y a eu quelques premiers achats, je crois. Exactement, 3 millions, c'est pas énorme, en août, je crois. Donc voilà, c'est des petits montants, il faut encore refaire 200, 300 millions, donc il y a largement de quoi faire. Mais souvenez-vous que le gap qu'on avait eu, la précédente coupe au mois d'avril, Russie plus Arabie Saoudite, c'est vu ce gros gap qui nous a amené à $83. Et on disait, attention, les États-Unis, eux, veulent un retour vers la 70. Ils les ont eu, ce retour, même un petit peu en dessous. Donc je trouve que on est dans la zone cohérente pour les États-Unis, 65-70, c'est cohérent pour la stratégie. L'Arabie Saoudite vient de nous montrer que c'est une zone qu'ils veulent défendre. Donc, pour essayer d'être plus baissier que ça, on ne peut pas le faire au stade actuel. Il faut vraiment qu'il y ait des alertes globales, macro et marché, en fait. Pour aller chercher un 60 et un peu plus bas, il faudrait qu'il y ait les marchés actions dévisent de 5-10%, que le pétrole tape $67. Là, pourquoi pas? Mais pour l'instant, à 73, on ne va pas être baissier sur ces niveaux-là. Et je dirais même plus que si on commence à avoir 75, parce que le marché action poursuit un peu son rebond, parce que les messages monétaires continuent d'être moins agressifs, dans ce cas-là, on viserait au-delà de 75, on viserait un retour à 80, 83, horizon plusieurs semaines. Mais on commencera à reparler un peu de formation de bottom, vous voyez, un creux comme ça qui s'est formé depuis les 130, qui atterrit doucement pour repartir progressivement à 80. Mais voilà, on est dans l'attente de signaux qu'on n'a pas, mais pour être défensif, il faut vraiment le faire sur des questions d'environnement de marché global. À ce stade, il n'y a pas les éléments pour ça. Les Saoudiens avaient déjà prévenu quelques jours avant la décision, arrêtez de shorter le baril. Arrêtez de shorter parce que les positions spéculatives short sur le baril atteignaient quand même des montants monstrueux, visiblement. Merci beaucoup Alexandre. IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse et c'est Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau en ce début de semaine. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.